S'agissant de la vie privée et de l'autonomie de la femme, dont le respect est garanti aussi par la Convention au titre de la vie privée, la Cour a répété, a dit à plusieurs reprises, que ce droit à la vie privée de la femme ne peut pas s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement. La Cour a dit, c'est important, le droit à la vie privée de la femme, tel que garanti par la Convention, ne peut pas être interprété comme contenant un droit à l'avortement. Ainsi donc, comme l'avortement entre dans le champ de la Convention, sans être en soi un droit conventionnel, sa pratique doit être justifiée et proportionnée au regard de la Convention. Donc, lorsqu'un État permet l'avortement, sa pratique doit être justifiée par la pondération, la mise en balance des différents droits et intérêts légitimes en jeu. Si, selon la Cour, le législateur national jouit d'une grande marge d'appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles il autorise l'avortement, il demeure que le cadre juridique de l'avortement doit être cohérent pour prendre en compte les différents intérêts légitimes en jeu, conformément aux obligations de la Convention. Ainsi, la Convention n'impose pas plus qu'elle ne s'oppose à la légalisation de l'avortement, mais son cadre juridique de l'avortement doit respecter, lui, la Convention. Et lorsque la Cour européenne est saisie d'une affaire en matière d'avortement, elle doit, je cite, contrôler si la mesure litigieuse atteste d'une mise en balance proportionnée des intérêts concurrents en jeu. Donc il faut bien comprendre que cette question des intérêts concurrents permet de considérer l'avortement d'une façon multilatérale et non pas unilatérale. Le discours sur le droit subjectif personnel à l'avortement, c'est un discours unilatéral. C'est la femme qui dit « j'ai le droit de choisir, c'est ma volonté, mon choix, ma volonté, mon droit ». Discours unilatéral. Et ce discours-là prétend l'existence d'un droit à l'avortement, comme l'expression de la volonté personnelle. En fait, l'approche de la Cour, quand on l'analyse, refuse cette approche unilatérale en disant non, il n'existe pas de droit unilatéral au titre de la Convention à l'avortement. Et la Cour, à l'inverse, adopte une approche multilatérale où elle va regarder les différents intérêts en jeu qui se confrontent. Au moins en théorie. Je pense qu'il est important de bien distinguer ces deux approches, unilatérale, subjective, le droit subjectif, et l'approche multilatérale qui est plus concrète et qui regarde la réalité dans ses différentes composantes et les différents droits et intérêts en jeu. Parce que le travail du juge à la fin, ce sera normalement de regarder si ces intérêts, ces droits concurrents sont équilibrés. Si le droit national, si la situation particulière a bien équilibré les différents droits et intérêts en jeu. Le droit de la mère, le droit de l'enfant, le droit du père, le droit de la société, tous les intérêts. Pour sortir de cette approche unilatérale qui nie, qui refuse de regarder la réalité dans sa complexité. La Cour n'a pas beaucoup développé l'approche multilatérale, mais elle a posé toutes les bases. Elle a fondé son raisonnement quand même sur cette approche. La question qui se pose maintenant, quand on observe la jurisprudence de la Cour, est précisément de regarder quels sont ces droits, ces libertés et ces intérêts qui sont confrontés les uns aux autres dans l'avortement. Alors il y a bien sûr les droits de la mère, mais il y a aussi d'autres droits que ceux de la mère qui sont reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme comme ayant
un poids particulier dans l'appréciation de la légitimité de l'avortement. Parmi les droits de la mère, il y a d'abord le droit à la vie de la mère. La mère, la femme, bénéficie naturellement du droit à la vie garanti par la Convention. Et ce droit à la vie s'oppose parfois à celui de l'enfant à naître. La Cour n'a jamais, pour l'instant, été saisie d'une affaire où le respect de la vie de l'enfant à naître aurait eu pour conséquence le non-respect de la vie de la mère. Elle n'a encore jamais été saisie d'une affaire où la femme enceinte serait morte en raison d'une impossibilité d'avorter. Mais disons que dans l'appréciation de la proportionnalité, c'est là le premier élément, droit à la vie de la mère contre droit à la vie de l'enfant. Et là, sur ce point, il est, je crois, certain que la Cour de Strasbourg exige que lorsque la vie de la mère est en danger, la possibilité de sacrifier la vie de l'enfant soit légale. C'est là le seul cas d'avortement qui peut s'imposer au titre de la Convention, lorsque c'est nécessaire pour sauver la vie de la mère. Ensuite, autre droit de la mère, le droit à la vie privée. La Cour a estimé que ce droit à la vie privée peut entrer donc dans l'appréciation des différents droits et intérêts légitimes concurrents s'agissant de l'avortement. En particulier, et c'est là où ça devient subtil, la Cour a estimé que lorsque un État décide dans son droit interne de permettre l'avortement, alors la difficulté d'accéder à l'avortement légal, les difficultés pour la femme de recourir à l'avortement lorsqu'il est légal, peuvent, elles, constituer une atteinte à ses droits. Ça veut dire que la Cour va dire, si le pays, en particulier par exemple la Pologne ou l'Irlande, décide de légaliser l'avortement dans des conditions exceptionnelles, alors il faut quand même que les femmes puissent accéder à cet avortement légal de façon respectueuse, on va dire, de leurs droits garantis par la Convention. Ça veut dire sans obstacle, sans difficulté, sans jugement, etc. La Cour a ainsi jugé que dès lors que l'État, si l'État prend librement la décision d'autoriser l'avortement, y compris à titre exceptionnel, il doit alors instituer un cadre juridique précis et une procédure fiable permettant aux femmes d'exercer de façon effective leur droit à l'avortement interne, le droit qu'elles ont en vertu du droit national. C'est une approche procédurale qui oblige en fait les États à rendre effectif et à faciliter l'accès à l'avortement lorsqu'il est légal. La Cour a appliqué ce raisonnement en particulier s'agissant de la Pologne et de l'Irlande. Le but de cette approche procédurale est en fait d'obliger les législateurs des pays à faciliter l'avortement. Donc il y a un côté qu'on pourrait dire assez hypocrite, qui dit oui, nous ne vous obligeons pas à légaliser l'avortement, mais si vous le légalisez, alors vous devez le rendre facilement accessible. La conséquence de cela, c'est que la Convention européenne est utilisée pour faciliter et développer l'accès à l'avortement, alors même que la Convention ne contient pas en elle-même de droit à l'avortement. Vous voyez le paradoxe apparent.
les juges disent la Convention n'a pas de droit, ne contient pas un droit à l'avortement, mais si vous, la Pologne, autorisez l'avortement dans des circonstances exceptionnelles, alors la Convention vous oblige à rendre l'accès à l'avortement facile. En face des droits et intérêts de la mère, il y en a d'autres qui ont été reconnus par la jurisprudence de la Cour. La Cour a dit à plusieurs reprises, je cite, « Le droit de la femme enceinte au respect de sa vie privée doit se mesurer au regard d'autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de l'enfant à naître. » Donc la Cour reconnaît que les droits et intérêts de l'enfant à naître doivent être considérés quand on considère les droits de la mère. La Cour a aussi dit, je cite, que la grossesse ne peut pas être considérée comme relevant uniquement de la sphère de la vie privée. La grossesse n'est pas uniquement une question de vie privée. D'autres droits et intérêts légitimes sont en jeu. Il y a bien sûr ceux de l'enfant à naître, mais la Cour a aussi identifié, à ce jour, l'intérêt de la société à limiter le nombre d'avortements. Donc l'intérêt, la Cour estime qu'il est légitime pour la société de vouloir limiter l'accès, non pas l'accès, mais le nombre d'avortements. Et que cette volonté de limiter le nombre d'avortements s'oppose à la volonté des femmes d'avorter, peut légitimement s'opposer. Et donc un État peut légitimement restreindre l'accès à l'avortement dans le but de limiter cette pratique. La Cour a aussi reconnu que la volonté de protéger la morale peut légitimement restreindre l'accès à l'avortement. De même, la volonté de lutter contre l'eugénisme, la volonté d'un État de lutter contre l'eugénisme peut aussi justifier une restriction à l'avortement. La Cour a aussi reconnu que l'intérêt du père de l'enfant à naître peut aussi être considéré. La Cour a reconnu que le père de l'enfant à naître, la Cour l'appelle le père potentiel. Le père potentiel, d'après la Cour, a aussi un intérêt et qu'il peut faire valoir son intérêt devant la Cour européenne au Royaume, à l'encontre de la volonté de la mère d'avorter l'enfant qu'ils ont en commun. Ça, c'est important. La Cour a aussi reconnu même que les grands-parents de l'enfant à naître ont un intérêt dans la problématique de l'avortement de leur petit enfant. Au-delà, bien sûr, il y a aussi, ça la Cour ne s'est pas prononcée, mais on peut penser que ça va venir, la question, par exemple, des avortements sélectifs selon le sexe. Où là, il est légitime, évidemment, de restreindre l'accès à l'avortement lorsqu'il est motivé par la volonté de choisir le sexe. Mais on peut aussi imaginer que la question de l'avortement tardif soit reconnue par la Cour comme étant la volonté de limiter l'avortement tardif, soit reconnue par la Cour comme étant un motif légitime de restriction de l'accès à l'avortement. Donc, il est possible, quand on adopte cette approche multilatérale de l'avortement et la question de la pondération des intérêts en jeu, de reconnaître et de faire émerger les différents droits et intérêts concurrents à ceux de la mère pour justifier en droit une limitation de l'accès à l'avortement lorsqu'il est légal en vertu d'un droit national. Et ces motifs, il y en a donc beaucoup, l'eugénisme, l'intérêt des parents, la question de droit du père, la question de sélection du sexe, etc. Alors, comme toute approche proportionnaliste, l'approche développée par la Cour devrait pouvoir normalement fonctionner dans les deux sens et permettre de conclure au caractère soit proportionné, soit disproportionné d'avortement litigieux.
Pour être regardé comme proportionné, un avortement doit viser à la préservation de droits et d'intérêts protégés par la Convention. Logiquement, et là c'est un élément important, logiquement, un avortement qui ne tendrait à la préservation d'aucun droit ou d'aucun intérêt protégé par la Convention devrait être considéré comme non proportionné. Ce n'est pas le cas des avortements, par exemple, dits sur demande. La conséquence de cette approche proportionnaliste, c'est qu'un avortement qui n'a pas de motif protégé par la Convention, ça veut dire un simple avortement sur demande, normalement n'a pas de justification dans la Convention pour le permettre. La Cour ne s'est jamais prononcée encore sur un cas d'avortement qui n'a pas de motivation objective. À chaque fois que la Cour européenne s'est prononcée sur l'avortement, il y avait au moins en théorie une raison liée à la santé de la mère. Et une autre fois, un cas de viol. Jamais la Cour n'a été saisie d'une affaire où, par exemple, un père contesterait la décision de sa partenaire d'avorter l'enfant sans motif autre que simplement sa volonté. Jamais la Cour ne s'est prononcée sur l'avortement sur demande, l'avortement de convenance. Mais si on regarde l'approche proportionnaliste de la Cour, un avortement sur demande n'a pas de motif légitime garanti par la Convention. La Cour a dit que la protection de l'autonomie et de la vie privée de la femme ne contient pas à elle seule un droit à l'avortement. Donc l'autonomie de la femme ne crée pas un droit à l'avortement au titre de la Convention. Donc un avortement qui serait fondé uniquement sur la volonté de la femme d'avorter, en théorie, s'oppose à des droits et à des intérêts garantis par la Convention, sans motif proportionné permettant de le justifier. Donc, de mon point de vue, si on applique la jurisprudence de la Cour, et sa logique jusqu'au bout, les avortements sur demande violent des droits et intérêts sans motif proportionné, sans motif légitime. Et donc, violent la Convention. De mon point de vue, le père d'un enfant à naître, en application de la jurisprudence de la Cour, si la Cour applique de façon cohérente sa jurisprudence, on peut imaginer qu'un père porte plainte à Strasbourg, à la Cour de Strasbourg, contre la décision de sa partenaire d'avorter, si il dit lui-même que, premièrement, il n'y a pas de motif de santé justifiant l'avortement, et deuxièmement, lui, il est prêt à éduquer l'enfant. Alors, le droit du père est garanti par la Convention. Et face à lui, celui de la mère n'est pas garanti. Donc, en théorie, un père pourrait sauver son enfant en s'adressant à la Cour de Strasbourg. Alors, en conclusion, dans la Convention européenne des droits de l'homme, comme dans la plupart des droits nationaux, l'avortement relève d'une logique de tolérance, d'exception, de tolérance. Cette tolérance de l'avortement est fondée sur l'affirmation qu'il serait juridiquement et scientifiquement impossible, mais surtout en fait non souhaitable,
de savoir si l'enfant à naître est une personne. Cette tolérance est accordée dans l'ordre interne par le moyen de la marge d'appréciation. Mais elle n'a pas d'effet quant à la substance du droit à la vie dans l'ordre proprement conventionnel. La Cour a toujours refusé d'exclure explicitement l'enfant à naître du champ d'application de la Convention, ni de juger que cet enfant à naître n'est pas une personne. La Cour n'a jamais dit que l'enfant à naître n'est pas une personne. Et tant que la Cour refusera de dire que l'enfant à naître n'est pas une personne, il sera impossible de prétendre à l'existence d'un droit à l'avortement au titre de la Convention. Et tout avortement pratiqué devra, au moins en théorie, être justifié par des droits et intérêts garantis par la Convention et proportionnés. Et il sera également impossible de soutenir que l'avortement de convenance respecte la Convention, même si la majorité des États ne souhaitent pas condamner cette pratique. Là où réside le piège, là où est le nœud du problème juridique dans le raisonnement de la Cour, c'est sur la question de la marge d'appréciation. La Cour dit que les États peuvent décider quand commence la protection de la vie et quand commence la vie même physique de la personne. La technique de la marge d'appréciation est habituelle pour la Cour. La Cour l'utilise en général pour adapter l'application du droit européen aux circonstances culturelles, politiques de chaque État. Car l'Europe est très variable entre la Russie et l'Islande, et l'Azerbaïdjan, et la Turquie, et la Suisse. Tous ces pays sont très différents, et donc, pour appliquer une même convention à cette diversité d'États, la Cour dit « vous avez une marge d'appréciation ». C'est donc le but de la marge d'appréciation, normalement, est de moduler, d'adapter l'application de la Convention aux circonstances nationales. La Turquie, pays musulman, la France, pays laïque, on n'applique pas la Convention de la même façon. Et donc, la marge d'appréciation affecte la portée. Elle a une conséquence sur la portée d'un droit conventionnel, sur sa portée. La liberté religieuse n'est pas la même en France et en Turquie. Voilà, elle n'est pas la même à San Marino et en Turquie. Mais en faisant dépendre, mais en appliquant la théorie de la marge d'appréciation à la définition du commencement de la vie, au motif que la détermination du commencement de la vie est une question d'ordre scientifique, ce qui est moral, la Cour non seulement fait varier l'étendue de l'article 2, l'étendue du droit à la vie dans son état, selon les États, donc l'étendue de l'objet du droit à la vie, mais aussi elle fait varier la reconnaissance du sujet du droit à la vie. C'est-à-dire qu'en appliquant la marge d'appréciation au droit à la vie, ce n'est pas seulement la portée du droit à la vie, mais c'est l'existence même du droit à la vie qui est relativisée. Et c'est là où ça se distingue de tous les autres cas d'application de la théorie de la marge d'appréciation. C'est qu'en l'appliquant à l'article 2,
elle porte simultanément sur la portée du droit à la vie, mais d'abord même sur le sujet du droit à la vie. Et donc ce sont les États qui acquièrent en fait la liberté dans leur droit interne de déterminer le sujet du droit garanti par la Convention. Donc là, un État détermine le sujet d'un droit conventionnel. Ça s'oppose, en fait, à l'ensemble des règles de droit international qui veulent qu'un État ne peut pas se prévaloir de son droit interne, de sa législation interne, pour échapper à l'application du droit international. Or là, c'est ce qui se passe. Un État dit « mon droit interne dit que l'enfant à naître n'est pas un sujet, et par conséquent, je refuse d'appliquer le droit international à l'enfant à naître. » Ça va à l'encontre des règles de droit international. Enfin, en conclusion, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est en attirant votre attention sur non plus la question finalement politique de la reconnaissance ou non de la vie avant la naissance et sa protection juridique, mais vous entraîner davantage sur le champ des droits sociaux. Il y a les droits de l'homme, d'un côté, qui garantissent les grands droits, droit à la vie, droit à l'expression, etc. Mais il y a aussi les droits économiques, les droits sociaux. L'avortement met en cause, fondamentalement, les droits sociaux. Et sur le terrain des droits sociaux, je pense qu'un grand progrès concret peut être réalisé pour une meilleure protection de la maternité et des enfants à naître. Les États, au titre de la Charte sociale, de la Convention de la Charte des Nations Unies, se sont engagés à protéger les droits des femmes enceintes, la maternité, à protéger la famille, le droit au logement, etc. Or, selon les statistiques, 75% des femmes qui avortent pour une raison économique ou sociale. De mon point de vue, il est évident que lorsqu'une femme avorte pour une raison économique ou sociale, c'est le résultat d'un manquement par l'État à ses obligations au titre des droits sociaux et économiques. Il est donc, je pense, je suis convaincu, possible d'améliorer la situation des femmes au regard de l'avortement en considérant l'avortement davantage sous l'angle du résultat d'une violation des droits sociaux et économiques des femmes. Droits qu'elles détiennent, qu'elles possèdent, au titre également du droit international et des obligations que les États ont contractées en droit européen et international. Et là, nous pouvons développer une approche juridique constructive qui se fonde d'abord sur une analyse des causes socio-économiques de l'avortement et qui ensuite renvoie l'État à ses responsabilités. Parce que l'avortement, un État ne peut pas prétendre assumer ses obligations économiques et sociales envers les femmes enceintes seulement en proposant l'avortement gratuit. Ces obligations sociales et économiques sont beaucoup plus substantielles et avec cette approche de l'avortement plus concret, nous pouvons engager les États dans une plus grande politique de prévention
de prévention des causes sociales et économiques de l'avortement. Et là, on est dans un autre domaine des droits de l'homme, un autre domaine du droit européen et du droit international, qui nous permet, je pense, d'avancer plus concrètement. Parce que dans le domaine pur des droits de l'homme, du droit à la vie, on est enfermé dans un débat, dans un combat qui, malgré tout, est politique et assez théorique. Alors que sur le terrain des droits socio-économiques, on est plus dans le concret de l'humanité et il y a plus de possibilités, je pense, de progrès. Voilà, je vous remercie.